les rimes, comme je dis, R-I-M, pour faire rime, R-I-F-E, pour ce tandem que la presse doit avoir, cette collaboration entre les générations, pour que nous puissions aller de l'avant. C'est tout l'intérêt de ces rencontres que nous avons initiées, pour puiser à la source des aînés, pour puiser de leur expérience et mieux construire le métier, et mieux construire ce que nous faisons. L'idée, c'est donc d'assurer ce brassage entre les différentes générations et voir comment est-ce que la pratique du journalisme a été dans notre pays, voir les grands noms qui ont marqué notre presse et pouvoir nous inspirer de leur parcours, pouvoir nous inspirer de leur expérience et mieux faire le métier. Souvent, on a l'habitude de dire qu'il faut tresser la nouvelle cause à l'ancienne. Et c'est ce que nous essayons de faire pour que nous puissions rester donc sur les déterminants de la qualité, pour que nous puissions contribuer vraiment par le professionnalisme de notre métier au développement du Bénin. C'est là l'enjeu des rimes. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu ici, il y a quelques mois, le doyen Jérôme Carlos, qui nous a vraiment parlé de son parcours, du métier et également de ses appréhensions et de ses espoirs. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le doyen Noël Alabada. Pour la petite histoire, je vous rappelle qu'il est commandeur de l'ordre national. Donc c'est un commandeur qui est à côté de nous, doyen Noël Alabada. Merci d'avoir répondu présent. Et il est, si vous voulez, le bras droit ou le bras armé de Jérôme Carlos, qu'il a dit ici sur ce plateau il y a quelques mois. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous le recevons aujourd'hui pour prendre le flambeau, pour prendre le relais. Nous avons eu une petite pause parce que nous avions promis faire tous les 2 mois cette rencontre. Compte tenu de la disponibilité des aînés, compte tenu de la disponibilité, vous voyez, de ces personnes quand même que nous sollicitons et qui ont un agenda assez chargé, nous sommes obligés de nous adapter donc au temps pour avoir la qualité des ressources que nous voulons. Et je ne vous le cache pas, le troisième invité, donc dans 2 mois, il est dans cette salle, il s'appelle Ali Idriss Touré, je vous prie de l'applaudir. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a accepté de venir. Et donc nous aurons dans ces rencontres le privilège de voir ces grands hommes qui ont marqué l'histoire de notre presse et pouvoir nous inspirer de leur parcours pour aller plus loin. Noël Alabada, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons commencer donc ce débat. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement des défis actuels de la presse béninoise. Nous avons commencé à planter ce décor avec ce film. Vous avez suivi tout à l'heure les déclarations des personnes qui consomment la presse béninoise. Vous avez suivi les propos des professionnels eux-mêmes. Et donc, vous allez, dans votre speech, revenir sur l'ensemble des défis que nous avons aujourd'hui à relever. Mais avant, nous allons essayer quand même de vous connaître. Vous avez embrassé le métier de journalisme. Pourquoi? Je voudrais dire aussi un bonjour à toute la salle, remercier tous ceux qui sont venus, et en particulier les collègues aussi qui sont anciens maintenant. Je vais parler de Paul et de Ali. Ça fait un bout de temps qu'on s'est vus. Donc c'est pour vous dire que cette initiative d'éducation permet que nous puissions nous retrouver. Et avant de répondre à sa question, je voudrais d'abord vous dire, il faut employer le mot, je suis quelque peu ému. En ce sens qu'il a dit, c'est la 2e édition. Et il se trouve que je prends le relais de quelqu'un pour qui, non seulement j'ai beaucoup de respect, mais qui pour moi est un modèle dans beaucoup de domaines. Jérôme Carlos est un aîné, un frère, et même un camarade.
au sens premier du terme. Parce que c'est avec lui que j'ai commencé l'exercice du métier dans ce pays il y a maintenant 43 ans. 43 ans, dans des conditions un peu tumultueuses, en ce sens que, après ma formation à cette école, qui est devenue une référence au plan sous-régional, même mondial, je veux parler du Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, et mes deux autres collègues aussi viennent de là-bas. Après ma formation là-bas, je suis rentré au pays. Bon, on reviendra peut-être là. Je suis rentré au pays. Et pour prendre service, c'était un peu tumultueux parce qu'en ce moment, bon, on avait besoin de journalistes, mais on nous envoyait tous à l'ORTB. Bon, moi, j'ai fait un peu de résistance parce que j'ai eu une formation de presse écrite. Et en ce moment-là, nous sommes en avril 1975. Pour les plus âgés, ceux qui veulent fuir dans l'histoire doivent savoir qu'à cette période-là, c'était la période de Braise. Donc je me suis retrouvé à mon corps défendant à l'ORTB. À ce moment, Jérôme Carlos, lui, il était tout jeune directeur général du jeune aussi Office national d'édition de presse et d'imprimerie, ONEPI. Et au cours d'une de ces réunions périodiques qu'on organisait, en présence du ministre, il est venu à la radio. Comme on se connaissait de vue, il m'a vu là-bas, il dit, mais toi, ce n'est pas ta place ici. Il n'y avait pas que moi, il y a moi, plus un collègue avec qui je continue encore le chemin, Oscar Sundéou. Il dit, vous deux, je crois savoir que vous avez fait la presse écrite. Et sur le champ, il dit au ministre, je ne dis pas son nom, vous cherchez, vous allez savoir en 1975, qui était ministre. Il dit au ministre, ah, je récupère ces éléments. Et à la fin de la réunion, nous avons été Manu Militari de rejoindre à l'ONEPI. J'enchaîne en disant, je pense que plus j'avance, plus je me dis que moi, je suis venu au journalisme par passion, par vocation. Et parce que c'est un concours de circonstances. En 1971, quand je devais passer le bac, le problème, disons, d'études universitaires ne se posait pas. Et une année avant, nous avons été en première, embarqués un matin en arrivant au lycée Bianzin, presque Manu Militari, mis dans des camions pour venir assister à la pose de la première pierre de ce qui sera l'université du Dahomey, à la rentrée suivante. Donc, nous étions destinés pour être la première promotion de l'université du Dahomey. L'université du Dahomey. Mais il se trouve qu'arrivé en terminale, il se trouve qu'au cours de l'année scolaire, nous avons appris que à la rentrée, il y aura une école qui va s'ouvrir à Dakar pour former les journalistes d'un certain nombre de pays. Et que le directeur de cette école, qui était un Canadien, est en tournée dans les pays qui ont été retenus pour fournir des étudiants à cette école. Bon, jeune futur bachelier, certainement de nous, on était intéressés par ça parce que, bon, il y a aussi la volonté d'aventure. Si on peut sortir du pays, pourquoi pas? Et on parlait de bourse canadienne. Donc le
l'intéressé est venu, il a fait la promotion de l'école, il dit que l'école, en fait c'est une école régionale et qui est en fait le parrainage, c'est l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la science et l'éducation. Et les premiers journalistes que les États ont recrutés le plus souvent étaient des gens formés sur le tas. Souvent, c'était des instituteurs ou bien des inspecteurs de l'enseignement, des gens qui écrivent bien, qui dans leur domaine étaient des références. Quand M. Galipo, Georges, est arrivé, le directeur du CECI est arrivé, qu'il a fait la promotion de son école, et parce que il faut se tenir dans le contexte. Nous sommes en 1970-71. Les conséquences des événements de mai 1968 en France se faisaient encore sentir. Vous savez, c'était un mouvement vraiment de remise en cause de beaucoup de certitudes. Et à Dakar, là-bas, l'université de Dakar, qui avait encore sa référence d'université sous-régionale Afrique de l'Ouest, il y avait eu un problème, c'est-à-dire la faculté de sociologie qui formait les gens à la communication a été fermée. Et parce que beaucoup de meneurs du mouvement venaient de là. Donc on ne veut pas former des gens qui vont contester les régimes. Mais l'UNESCO a dit on ne peut pas continuer à aller former les journalistes africains dans les nouveaux contextes qui se créaient. On ne peut pas continuer à aller les former en France. Parce que dans le cas du Bénin, je savais que vers le milieu des années 1960, à partir de 65-66, là, les premiers journalistes dahoméens qui étaient formés à l'extérieur étaient formés essentiellement dans 2 universités en France. Il y avait Strasbourg et puis il y avait Lille. Et Lille, c'était une université, je pense, catholique, liée au clergé catholique. Strasbourg, c'était beaucoup plus laïque. Il y a déjà le coût de la formation. Payer les billets pour aller en France, avoir les bourses. Et quand le projet de l'UNESCO est arrivé, le Canada s'est proposé pour prendre en charge tout ce qui concerne la création de l'école, mettre en place les infrastructures et donner des bourses aux étudiants qui seront sélectionnés. Mais ces étudiants-là, ils sont envoyés à Dakar pour faire du journalisme pratique. C'est-à-dire que quand ils finissent au terme de leurs 3 années, ils doivent être à même, une fois qu'ils arrivent dans leur pays, dès le premier jour, quand ils sont dans leur rédaction, ils doivent être des journalistes aptes à être utilisés, à faire le travail de façon professionnelle. Oui, mais justement, Jérôme Carlos a dit que quand vous êtes rentré, qu'il a senti cette qualité de plume et qu'il vous a récupéré tout de suite. Qu'est-ce que ça fait de pratiquer le journalisme au cœur d'une dictature, au cœur de la révolution? Voilà. Oui, je te remercie. Tu poses le problème, tu poses la vraie question. Je dois revenir d'abord sur les conditions de notre formation. On intègre le CESTI sur concours après le bac. Et nous avons passé le concours, je pense, 1 mois avant le bac, mais avec, disons, la condition, il faut être admis au bac, sinon vous perdez. Nous sommes partis au CESTI, admis, on était 3, dont un de nos collègues, que lui, il est dahoméen, mais né au Sénégal. On l'a autorisé. Je pense que
Ali, tu sais de qui je veux parler. Il n'est plus avec nous. Alain Aboton. Bon, donc, en fait, le principe, c'est chaque année, nous devons revenir au pays pour faire un stage pratique dans les organes de presse. Radio ou télévision, non, radio ou presse écrite essentiellement à ce moment. Quand moi je partais, en octobre 1971, c'était le conseil présidentiel qui était encore là. Je suis revenu en juin 1972 pour faire mon stage. Je l'ai fait dans de très bonnes conditions. Quand je suis reparti, début octobre 1972, j'étais là-bas quand le coup d'État est intervenu. Je me rappelle encore que nous, on rentre un peu avant les autres. Nous sommes les premiers à rentrer à l'école du journalisme. Et j'étais dans la cour de la cité quand les autres collègues des autres facultés, surtout des médecins, arrivaient de l'aéroport vers 16h. Quand je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe au pays, ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? On a pris l'avion ce matin, il n'avait rien, le pays est calme. J'ai dit, mais il y a eu un coup d'État là-bas. Il n'en revenait pas. J'ai dit non. Je leur ai monté les dépêches. J'ai dit, ah, donc ça a changé. Bon, donc, quand je suis revenu en 72 pour faire mon stage, j'ai fait mon stage dans les mêmes conditions. Et je suis reparti la 3e année pour faire l'année là où, maintenant je pense que ce n'est plus ça, la 3e année, nous nous retrouvons, aussi bien nous qui sommes formés à Dakar que ceux qui sont formés à l'ICJ, parce qu'il y avait un pendant, l'école de journalisme de Yaoundé pour l'Afrique centrale. On se retrouve et on fait les 9 mois au Canada et aux États-Unis de septembre à octobre, si mes souvenirs sont exacts, et puis à partir d'octobre, le reste en France. Et c'est après qu'on revient faire notre mémoire ici. Donc, quand j'ai fini en octobre 1974, moi je n'avais pas pour ambition de rester à l'extérieur. Je n'avais aucun problème. Moi je voulais revenir au pays parce que tout ce qui se passait en ce moment-là déjà, pour avoir été, il faut le dire, un jeune militant de l'UGED, j'estimais que ma place était ici au pays. C'est comme ça que je suis rentré en novembre 1974, sans aucune arrière-pensée. Et quand j'ai pris service, je vous l'ai dit, j'ai pris service dans des conditions, je répète un peu, qui me semblent un peu particulières, idéologiques, parce que, ça je vais vous le dire, dans un premier temps, je suis parti au ministère. À ce moment, c'est le ministère de l'Information et de l'Orientation nationale, dirigé, il faut dire le mot, par Martin de Ouazon-Yor. Arrivé là-bas, ce sont ces cadres, directeurs de cabinet, un conseil technique que j'ai rencontré. Pour me présenter. C'est ça, pour me présenter. Voilà, puisque je suis parti en tant que boursier de l'État dahoméen. Donc je suis de retour. Où est-ce que je vais prendre service? Ces conseillers m'ont dit, nous avons besoin de personnel à la radio. Bon, je leur ai dit, ah, moi, j'ai fait presse écrite. Et c'est Dao Express qui m'intéresse. Ils ont dit, ah, on ne peut pas vous envoyer à Dao Express, c'est la radio ou rien.
Moi, je suis parti. Bon, à ce moment, bon, on est jeune, 25 ans, 26 ans. Bon, il n'y avait pas de problème de subsistance. C'était encore chez les parents. Donc, moi, je me suis retiré jusqu'à ce que, un matin d'avril, il y ait un communiqué qui sort, qui nous convoque, Malou Militari, au ministère. On était 3. Il y avait moi, il y avait Hospice, je m'excuse, hein, je ne vais pas vous dire, il y avait Hospice Ndehou, et puis il y a, bon, maintenant, il n'est plus là, Hervé Kwasi. Il y a nous 3. Bon, arrivé au ministère, bon, on se retrouve en face du ministre qui nous crie dessus. Il dit, ah, il a l'impression que nous ne voulons pas travailler, que ce n'est pas la pagaille des organisations de jeunes. Et je me rappelle même qu'il a sorti IGED, FACEN, tout ça là, mais maintenant c'est fini. Vous allez travailler là où on vous envoie. Bon, donc, mais comme ça que je me suis retrouvé à la radio pour un mois. Donc pour revenir à votre question, comment est-ce que, quand on a été formé dans le système qui est le nôtre là, puisque quand je vous cite les pays où on a été formé, c'est des pays, on peut dire, de liberté de presse. Et comment est-ce qu'on fait pour servir dans un système que vous avez dit dictatorial? Bon, je choisis, je garde votre mot. Mais, en tout cas, en ce qui me concerne, il n'y avait pas de confusion dans ma tête. J'ai été formé comme journaliste. On m'a appris comment faire un journal. Quand je dis un journal imprimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je veux faire un journal, depuis la collecte de l'information jusqu'à ce que le journal, l'article sorte sous forme imprimée, on m'a appris ça au cours de mes 3 années et avec tous les moyens qu'il faut. Je ne sais pas ce que ça devient du CESTI maintenant. Je pense que quand nous on était au CESTI, dès la première année, quand vous rentrez, si vous êtes en presse écrite, vous avez un magnétophone, vous avez un appareil photo, vous avez une provision par semaine de pellicules que vous avez avec vous pour faire le travail. Parce qu'il y a les journaux écoles qui sont périodiques. Ceux qui sont à la radio, en ce moment aussi, ils ont la même chose. Donc, tout ça, on vous l'apprend. C'est-à-dire que quand on vous apprend à prendre les photos. Non seulement on vous apprend à prendre les photos, mais nous avons même un laboratoire où la préparation des produits pour le tirage sont là, disponibles, on peut dire à foison. Vous préparez votre bain-marie, vous avez les papiers pour le tirage. Oui, mais tout ça était au service d'une certaine propagande, n'est-ce pas? Non. Il faut faire la part des choses. Parce que moi, les choses ont été très claires dans ma tête, hein, dès que je suis rentré. Entre la propagande et l'information, j'ai toujours essayé, en ce qui me concerne, de faire la part des choses. Et je sais même qu'au niveau du pouvoir politique, ils étaient conscients de ça. Et parce que c'est chemin faisant que j'ai compris que, en fait, le problème que vous posez là, c'est un problème de conviction personnelle et de la compréhension que vous avez de votre métier. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait la direction de l'information et de la propagande. Déjà en créant cette direction de l'information et de la propagande, moi je me suis dit dans ma tête que au niveau même de ceux qui dirigent, ils sont bien conscients que entre l'information et la propagande, il y a une nuance. Donc ce que vous dites, c'est vrai que nous travaillons dans un régime de parti unique qui n'était pas une exception en Afrique. Même si nous, ici, on a parlé de marxisme-léninisme, dans d'autres pays où c'était le libéralisme, le parti unique n'en était pas moins aussi puissant.
Donc, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler, d'abord comme simple journaliste, comme simple rédacteur, c'était très clair. Quand je reviens d'un reportage, qu'est-ce que je vais écrire? Comment je vais rendre compte de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu? Quelle photo je vais choisir pour l'accompagner? Quel titre je veux mettre? Oui, mais est-ce que vous n'avez pas la pression du pouvoir dictatorial? Est-ce que vous n'avez pas la pression politique? Est-ce que vous étiez vraiment libre dans cette période-là? Dans l'absolu, on peut dire qu'il n'y a pas ce que nous appelons aujourd'hui la liberté de presse. Si l'on comprend comme liberté de presse que c'est ce que le journaliste a dans sa tête qu'il écrit. Encore que là aussi je dis, il faut modérer. Le journaliste, quand il va en reportage, quand il revient, ce n'est pas ce qu'il a dans sa tête qu'il écrit. Il écrit par rapport à la ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale, en ce moment-là, était très claire. Il y avait une constitution qui dit le parti dirige l'État. S'imposer à nous, c'est quoi? C'est la primauté des actes du parti sur tout ce que vous diffusez. Et c'est aussi, disons, au plan international, la position du parti par rapport à l'actualité internationale. Nous, par exemple, en ce moment, au niveau de Dao Express qui est devenu Ouzou, entre peut-être le couronnement d'un prince ou bien d'un roi dans un pays nordique et peut-être le combat des Vietnamiens contre les Américains ou de nos frères angolais, Guinée-Bissau contre la colonisation et choses là, et portugaise, il n'y a pas de choix à faire. C'est d'abord eux, nous parlons d'abord d'eux. Nous parlons d'abord d'eux et dans le langage politique qui est le nôtre. Ça veut dire que nous ne parlerons pas de rebelles et de rebelles angolais, nous ne parlerons pas de Viet Cong vietnamiens, mais plutôt des libérateurs, des gens qui combattent le colonialisme. Bon, maintenant, ce qui est vrai, c'est que ça, c'est la ligne éditoriale. Nous étions des journalistes, en tout cas en ce qui me concerne, qui épousions la ligne politique en ce moment-là. Et nous travaillons dans cette ligne politique. Mais je dois rendre hommage à quelque chose. C'était même un risque que nous prenions parce que moi, j'ai été nommé un an après. Bon, je ne reviens pas sur les circonstances. Je pense que Carlos vous a dit ici dans quelles conditions il a dû, lui, partir en exil. Partir en exil. Et quand il est parti, nous nous sommes retrouvés pratiquement, Hospice et moi, seuls, face, disons, à nos responsabilités des journalistes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, nous n'avons jamais été, et c'est pour ça que quand Gisèle Adissonde parlait tout à l'heure de l'autocensure, je pense que peut-être on en revenait dessus, c'était beaucoup plus ça qui s'imposait à nous. Parce qu'il n'y avait pas, disons, un organe de censure en tant que tel organisé qui vient vous dire que pour tel élément, vous allez mettre tel titre. Pour tel élément, vous allez mettre telle photo. C'est nous-mêmes qui devons prendre cette responsabilité-là de choisir les informations que nous voulons diffuser, mis à part peut-être les textes essentiels qui sont les déclarations politiques, les conseils des ministres, et les déclarations du parti qui devaient être diffusées
intégralement. Mais les titres que nous nominons, c'est nous-mêmes qui prenions cette responsabilité, quitte à ce qu'après, s'il y a un problème, et il y en a eu des fois, s'il y a un problème, vous devez répondre pourquoi vous avez mis tel titre, pourquoi vous avez choisi telle photo. Donc, en fait, même, c'est des risques que nous prenions. Et je dis ça parce qu'au regard de ce que je vois aujourd'hui, j'en arrive là, au regard de ce que je vois aujourd'hui, il y a quelque chose qui me frappe. Oui, en attendant qu'on revienne, nous saluons l'arrivée du directeur des médias qui représente le ministère. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à nous délivrer. Merci. Je veux d'abord vous féliciter pour l'initiative et surtout pour avoir eu le réflexe d'associer le ministère de la communication. J'ai la hâte de saluer la présence ici du secrétaire général et tout le reste. Donc, je crois que l'initiative est à saluer parce que, comme je l'ai lu dans vos papiers que vous êtes promenés, c'est un dialogue intergénérationnel. Il est important que ce dialogue-là s'instaure. Parce que, comme vous le savez, je n'étais pas là, je suis que vous avez quitté comme vous avez quelqu'un comme vous à côté. Et les autres qui ne sont pas là, parce que le pasteur sont là. Je ne vais pas les citer. Quand vous êtes allé, vous replongez dans le professionnalisme souhaité. Dans le point tel qu'on doit avoir parmi nous. Donc, c'est une initiative qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. C'est pourquoi Madame la ministre n'a pas hésité de cet instant à nous autoriser. Et je dois mentionner que je ne suis pas seul, c'est une délégation forte. Voilà, j'ai initié le service de la presse de la discipline qui est là. Il est accompagné de ses collaborateurs aussi. Donc, c'est pour dire combien de fois nous sommes tenus d'être là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Et surtout prendre le soin pour écouter ce qui va se dire et en tenir compte dans les règles de ce que vous communiquez de notre ministère. Je m'en arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Et donc, pour en revenir à la réalité, comment est-ce qu'un journaliste vit dans la dictature? Bon, comment est-ce qu'un journaliste vit dans la dictature, puisque c'est le terme que vous choisissez d'employer, parce que moi, je ne me suis pas senti, peut-être que je vais choquer des gens, je ne me suis pas senti dans une dictature telle que moi, bon, je l'ai lu à travers les livres, ou même je l'ai, disons, je ne l'ai pas pratiqué, mais des gens m'en ont parlé. C'est vrai qu'il y avait des pratiques ou des mesures qui, quand on met ça dans le contexte d'aujourd'hui, on peut se demander, mais comment ils ont traversé cette période? Nous, à la rédaction de Dao Express, de Ouzou, je ne sentais pas, il n'y avait pas une structure qui nous encadrait pour dire aujourd'hui vous allez écrire ça, 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 ça. Je sais que dans un pays à côté, on me disait que, c'est pas qu'on me dit, puisque nous avons des amis qui ont été formés, ils disaient que chaque soir, avant que le journal ne sorte, on prend toutes les maquettes montées, on les amène à la présidence de la République, et là, le directeur de cabinet du président, qui était aussi un journaliste, dit tel titre ne passe pas. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Il faut aller changer. Nous, en tout cas moi, nous n'avons pas vécu cette pratique de la censure organisée. Mais nous avons beaucoup plus vécu une situation où vous devez prendre, je peux dire, pratiquement un risque tous les jours sur la manière dont vous pensez avoir compris la ligne éditoriale qui veut que c'est d'abord ce que le gouvernement dit, c'est d'abord ce que le parti dit, parce que c'est un parti unique, inscrit dans le marbre de la Constitution, c'est d'abord cela qu'il faut passer avant de vous occuper d'autres actualités. Et par rapport aux autres actualités, il y a des lignes rouges. À savoir que si vous voulez parler
de l'apartheid en Afrique du Sud, il y a des mots qu'il ne faut pas employer, traiter peut-être les gens de l'ANC de terroristes ou bien des gens qui sèment le trouble. C'est dedans que nous avons essayé de mettre en application ce que nous avons appris. J'avoue que ce n'était pas facile parce que tous les jours, il faut vous dire que c'est votre, et j'arrive à un mot, c'est votre responsabilité et c'est votre professionnalisme en fait qui est en cause. Et parce que je me rappelle d'un débat que nous avons eu et je le cite toujours parce que ce monsieur, pour ne pas parler de lui, Martin de Wazonyo, a été quelqu'un avec qui j'ai commencé le métier et dont la façon d'aborder les problèmes m'ont toujours étonné et appliqué. Un jour, on avait un débat sur un fait d'actualité. Je faisais partie du groupe. Et je pense que il y avait, je pense, notre collègue de la radio, Ephraim Kenom. Et le débat était tel qu'on faisait comprendre, non, ce que vous demandez là, techniquement, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Et la réponse qu'il a eu à nous donner à la fin, il dit, bon, vous avez dit que techniquement, ce n'est pas possible. Mais moi, j'ai une préoccupation politique. Comment vous allez traduire ça techniquement? C'est votre problème à vous. C'est votre problème à vous. Alors, quand il a fini de dire ça, on s'est regardé, on s'est dit, bon, d'accord, on a compris. Bon, ça peut vous paraître bizarre. C'est pour ça que je dis que, en fait, en définitive, dans tout ce débat de liberté, de choses qu'on fait, je dis, le journaliste lui-même d'abord est interpellé. Et lui-même doit essayer de faire les choix qu'il faut. C'est ce que je vais vous dire. Bon. Alors, nous allons rapidement passer dans l'assistance. Oui. Je vois Paul Barbier qui a quand même vécu aussi une partie de cette période. Dites-nous, c'est totalement impératif, hein, ce débat, ce n'est pas le monopole. Mais comment est-ce que vous avez, quel était votre regard pendant cette période? Comment est-ce que vous avez pratiqué le métier? Quelles étaient vos limites et surtout, il ne veut pas dire qu'il y avait des censures, mais quelles étaient les censures auxquelles vous étiez soumis? Merci bien. Je dois dire que moi je suis entré à l'OFTV en 1985. C'était effectivement toujours sous la Révolution. J'ai fait 2 ans avant de partir à Fossesli pour mes études de journalisme. Mais avant ça, nous avions suivi une petite formation qui nous a permis de connaître un peu les métiers et de bon pas travailler. Donc, sur cette base, je crois que je rejoins un peu mon allié Noël Kalabada pour dire qu'en fait, ce qui se passait était conforme à la situation du moment. Parce que quand Noël Kalabada parlait, il dit qu'il y avait une ligne éditoriale. N'oublions pas, en ce moment-là, le journal s'appelait l'organe de militantisme révolutionnaire. Donc, quand vous rentrez dans un tel organe, vous savez ce qui vous attend. Et la radio, la voix de la révolution. Voilà, la radio en ce moment, c'est la voix de la révolution. Et chaque fois qu'on finissait le journal, il fallait dire pour la révolution et la lutte continue. Donc, si vous n'êtes pas prêt à jouer ce jeu, vous ne pouvez pas aller dans un tel environnement. Donc, en allant là-bas, il fallait être conscient de cela. Et des gens comme nous avions été moulés dans cet esprit déjà, puisque avant d'aller là-bas, le seul organe que nous écoutions, c'était l'OETV. Et nous connaissions déjà comment cela fonctionnait. Et pour certains d'entre nous, on était séduits aussi parce que il y a certaines idées qui étaient véhiculées. Je dois reconnaître que l'esprit de la révolution
nous l'avons porté également. Parce qu'en tant qu'élève, nous avons milité dans des associations d'élèves dans lesquelles on va inculquer les notions du marxisme-léninisme, du socialisme. Et effectivement, nous sommes appropriés ces notions-là. On pensait que c'était une excellente chose. Il fallait effectivement que nous-mêmes, nous contribuions au combat contre l'impérialisme, contre la colonisation, et ainsi de suite. On ne peut pas le nier. Donc, certains s'y retrouvaient et jouaient le jeu correctement. Et pour ce qui nous concerne, effectivement, il fallait mettre les pas dans ceux qui nous avaient devancés. C'est eux qui nous apprenaient le métier, c'est eux qui nous disaient ce qu'il fallait faire. Et on le faisait vraiment en toute conscience parce que nous pensions que c'est ce qu'il fallait faire pour libérer notre pays et lui permettre vraiment de se développer. Peut-être que nous avons... peut-être que c'est le résultat d'un lavage de cervelle, je n'en sais rien, mais personnellement, moi ça ne me dérangeait pas, nous avons fait ce travail. Comme il a dit, il y a effectivement l'autocensure qu'il fallait faire pour ne pas déraper. Comme la ligne était là, il fallait tout faire pour être dans cette ligne-là. Donc ça avait des termes consacrés, hein, le grand camarade de lutte, les organes locaux, du pouvoir d'État, il fallait maîtriser tout ça. Ça, c'est très clair. Quand on ne sait pas ça, on ne se retrouve pas dans son milieu. Donc, on a travaillé dans cette ambiance, mais il concerne personnellement, on allait vers la fin de la Révolution, puisque après 2 ans, moi je suis allé à Dakar, je suis rentré fin 89. Pour tomber dans le bouillonnement. La conférence nationale que j'ai couvert de bout en bout avec mes collègues. Et c'est ainsi que nous sommes rentrés dans l'ère du renouveau démocratique qui nous a permis de pouvoir appliquer véritablement ce que nous avions appris à l'école de journalisme. Parce que... Voilà. Merci beaucoup, Ibrahim Ali. Vous avez un regard un peu binaire, je vais dire, puisque vous avez eu l'opportunité aussi de faire l'international. On aura le temps pendant votre rendez-vous d'en parler plus amplement. Mais dites-nous, pendant cette période dictatoriale, quelle était la pratique du métier? Quel était votre regard sur cette pratique? Mon regard, parce que moi, je n'étais pas au pays. À l'étranger. Parce que j'entrais dans la presse, il faut parler d'entrée, en 1982, quand j'ai rentré à l'école supérieure de journalisme de Lille, en France, bien entendu à mes frères pour me former. Donc, et après ça, quand j'ai fini ma formation, évidemment avant d'y entrer, c'était après la licence que j'ai faite à Abidjan. Parce qu'il faut dire qu'ici déjà on avait une pression, comme j'ai fait partie de la proposition des étudiants qui étaient, comment on appelle ça, au camp. Au camp, oui. Les services patriotiques. Oui. Lorsque les mercenaires ont débarqué. Oui, oui. En janvier 1977. Voilà, on était les étudiants, c'est nous qui étions au camp à ce moment à Ouida, quand les mercenaires ont débarqué. Après ça, on nous a ventilés dans les lycées, collèges, pour la session d'enseignement. Et après, quand on a remis le paquetage, on était rentré à l'université pour préparer la licence. Puis après 2 ans d'université qu'on allait faire cette fiction. C'est à ce moment que jour en conseil des ministres, Martin Drouadrio, encore lui, avait tapé sur son dos. On a dit voilà, on a créé une école normale supérieure à votre groupe qui sera logé à l'école Félicien Dajor. Et tous ceux qui étaient dans les disputes d'enseignement, on les a virés dedans, Manu Militari. Et après ce moment, beaucoup de gens commençaient à fuir parce qu'ils ne voulaient pas. On disait que les Cubains nous donnaient des profs, mais pourquoi nous-mêmes on ne peut pas former les profs? Voilà comment c'est venu et beaucoup sont partis. Moi, je suis resté 1 an à négocier, à discuter avec les autorités parce que j'étais le premier responsable des étudiants de l'école. Et Draman Karim a été nommé le premier directeur, etc. 1 an après, ça n'avançait pas. Moi, je suis parti à l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai fait ma licence à Lille. Et après, je suis allé à Lille pour ma formation de journaliste. Et après, je suis arrivé à Dakar où j'ai travaillé à Pana pendant, disons en gros, 8 ans. 8 ans, oui. Avant de rentrer au pays. Donc la conférence nationale, je l'ai suivie de Dakar. Je l'ai suivie de Dakar par les médias internationaux. Et
C'est quand je suis rentré, aussitôt après la conférence, je suis rentré en Afrique 91 au pays. Mais on m'a rappelé à Dakar pendant 94 ou 6 mois. Je suis revenu encore à la fin 94. Bon, puis je suis resté. Et là, j'avais déjà l'air de renouveau démocratique. Et j'ai essentiellement écrit des articles dans les journaux qui étaient sur oui, mais pendant ce périple à l'international, est-ce que vous aviez quand même un regard sur l'actualité nationale entre 72 et 85? Est-ce que vous regardez, quel était le regard du minimum de l'extérieur que vous étiez en ce moment? Non, si vous dites en 72, j'étais au pays. En 72, j'étais au pays. Noël a parlé de 75. Quand Jérôme Carlos s'est parlé de c'était après la paix AIP. Il y a beaucoup de sous-régions dans le pays. Donc là, j'étais au pays comme étudiant en 75. C'est à l'université ici. Bon, de l'extérieur, le regard qu'on avait sur notre pays, c'était un pays fermé dans le marxisme, léninisme, et que bon, l'économie, ça ne marchait pas. Et les écrits qu'il y avait sur le plan international dénonçaient dans les médias internationaux le comportement du régime révolutionnaire, et ces petites forces, mais surtout ces grandes faiblesses. Donc, notamment la question de liberté et d'opinion, la liberté de presse et l'économie qui ne fonctionnait plus à un moment donné parce que les bailleurs de fonds ne finançaient plus les projets de développement au pays. Alors, Noël Anabana, vous avez connu quand même des joies dans ce métier. En février, je pense, 2016, vous avez fait partie de la vague des commandeurs de l'ordre national. Comment est-ce que vous avez vécu cet événement? Bon, en fait, avant d'en arriver là, tout le commandeur, il faut quand même que il y a 2 ou 3 petits faits quand même que je vais rappeler pour pouvoir comprendre que dans le contexte où nous avons travaillé, je reviens toujours sur cette volonté d'engagement personnel et de savoir là où on va, qu'est-ce qu'on veut faire, parce que Gisèle Adissoda tout à l'heure vous a dit comment on travaillait et surtout comment elle a été amenée à créer la page des femmes. Ça me revient encore à l'esprit. Il y a quand même un fait aussi sur lequel je vais revenir, parce que ça concerne toute la corporation. Pour vous dire qu'en fait, il faut savoir soi-même, je répète toujours, ce que l'on veut, quel objectif on s'est fixé. Quand nous sommes arrivés dans la profession, il y a quelque chose qui nous a frappé. C'est des journalistes fonctionnaires d'État qui travaillent pour l'État et c'est l'État qui commande tout. Et à un moment donné, nous avons senti la nécessité qu'il nous manquait quelque chose dans la profession, à savoir une organisation purement professionnelle des journalistes qui prennent en compte la question des journalistes, comment ils pratiquent. Et dans nos recherches, nous les jeunes là, on s'est rendu compte que, mais depuis 1966, il a existé dans ce pays. Ça, je vous le rappelle pour vous dire que tout ce qu'on bâtit aujourd'hui là, ce n'est pas sous le néant. Si on pense qu'on est en train de créer quelque chose d'autre, on va se tromper. C'est là qu'on se rend compte que depuis 1966, il existe dans ce pays une association des journalistes qu'on appelle l'association des journalistes du Dahomey, qui a été créée par nos aînés, nos papas même, dont l'un des premiers présidents était René Doussa. Jeunes comme nous sommes là, nous nous sommes dit, mais si quelque chose comme ça existe, pourquoi ça n'a plus fonctionné? Je vous passe le reste des débats, mais ce qui s'est dégagé quand nous avons fait les recherches, c'est que c'était les contradictions internes entre les premiers créateurs là qui amenaient que rapidement l'association est tombée en désuétude et a disparu.
Nous avons décidé, nous jeunes, de ressusciter cette association-là dans le contexte dictatorial dont vous parlez, ça veut dire à savoir le parti unique, où en dehors du parti, il n'y a que les associations du parti qui existent. Nous avons engagé cette bataille-là pour faire ressusciter l'association des journalistes de Dahomey. Et ça, nous sommes déjà vers les années 81-82. Je vous passe le détail, mais le ministre qui était là, c'était toujours le même, nous a fait comprendre, nous dit, d'accord, mais si vous voulez ressusciter cette association-là, il faut tenir compte du contexte dans lequel nous vivons. Ça veut dire que c'est une association qui doit savoir qu'il y a un parti qui chapeaute tout. Mais de débat en débat, nous sommes arrivés à remettre en place l'association des journalistes du Bénin. Lui, il est parti, et je pense que c'est le ministre Batoko qui parlait. C'est lui qui a été celui qui a conduit à l'élection des membres, à la résurrection de cette association. Et l'association des journalistes du Bénin, alors, a été remis en place dans ce contexte encore de parti unique, de dictature, tout ce qu'on peut dire. Mais c'est parce que les journalistes béninois, toutes tendances confondues, hein, c'est-à-dire en ce moment-là, c'est la presse d'État, à savoir presse écrite et ORTB. Et toutes les tendances, les journalistes là sont retrouvés dans l'AJB. Et on a été bien inspirés parce que l'AJB a fait partie des associations qui ont été à la conférence nationale pour représenter la presse dans son ensemble. Donc c'est quelque chose qu'il faut que, du point de vue historique, il faut le savoir pour ne pas penser que pendant cette période-là, les journalistes sont demeurés les bras croisés et qu'ils n'étaient pas conscients de la situation qu'ils vivaient et qu'ils se sont battus avec les moyens du bord, avec ce qu'ils pouvaient faire à ce moment-là, pour garder le peu de flamme là qui restait encore là allumé. Paul l'a dit tout à l'heure, pour couvrir la conférence nationale, on n'a pas eu besoin de faire appel à des gens venus de la diaspora pour nous apprendre comment on couvre une conférence, comment ça là. C'est nous-mêmes les journalistes béninois qui avons couvert de bout en bout cette conférence-là et qui lui avons donné le retentissement planétaire. Oui, je dis ça, planétaire, que l'on connaît aujourd'hui. Je ne veux pas citer les noms parce que, bon, le documentaire que vous avez fait là, que vous avez mis, si les gens prennent le temps de regarder et écoutent bien, surtout le ministre Batoko, ils comprendront que l'histoire de la presse béninoise ne commence pas en février 90. Mais bien au-delà, il y a eu des bases qui ont été posées et qu'il y a eu des gens qui se sont battus pour que ces bases-là, en dépit des difficultés, tiennent. Justement, on reviendra à ces bases tout à l'heure. Juste avant d'aborder les défis, parlez-nous un peu de la joie quand même. Oui, c'est une joie. Bon, c'est une joie parce que, en fait, élevé au rang de commandeur de l'ordre national, je peux dire que c'est mon passage à la HAC qui m'a donné droit à cet honneur. Mais c'est un honneur que je ne pense pas que c'est mon seul mérite. C'est, je peux dire, la confiance et surtout l'estime que j'ai eue au milieu de mes confrères qui m'ont promis de l'avoir. Parce que moi, je me suis retrouvé à la HAC dans des conditions, disons, exceptionnelles. Aujourd'hui, peut-être on en parlera, si je devais encore être candidat à la HAC,
je ne pense pas que je puisse bénéficier de ce soutien unanime que j'ai eu auprès des collègues, surtout de la presse écrite. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est en 99, quand pratiquement sur le tas, à un mois, je me suis décidé à être candidat. Ça a été unanime. Dans toutes les rédactions, je n'ai même pas eu besoin de faire campagne. Je peux vous même raconter une anecdote. Des collègues à moi, avec qui nous étions très bien, avaient décidé d'être candidats. Bon, vis-à-vis de moi. Et ils me sont venus me dire après, nous avons fait 3 rédactions. Dans toutes les rédactions, quand nous sommes arrivés, quand nous avons exposé notre projet, notre vision, il y a eu toujours quelqu'un pour nous dire, ah, vraiment, vous êtes venu un peu tard. Allez vous attendre avec le doyen à l'Aguada. Si vous vous entendez avec lui, qu'il vienne ici nous dire, bon, qu'il n'est plus candidat ou bien chaud là, nous on peut revenir dessus. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand vous me parlez de cette décoration-là, je dis cette décoration-là, le jour-là même, je l'ai dédiée à toute la corporation. Parce que je ne sais pas si je méritais à ce moment-là cette confiance, cette considération qui fait que, en tout cas au niveau de la presse écrite, pratiquement, comme le disent les Ivoiriens, ils n'avaient rien en face de moi. Donc, voilà, aujourd'hui, je peux le dire, c'est un des moments de joie. Il y en a eu d'autres. Je vous ai parlé de comment nous avons ressuscité l'association des journalistes du Bénin, qui nous a permis, à partir de 82, nous l'avons ressuscité, qui nous a permis d'être présents sur la scène des organisations sociales naissantes jusqu'à la conférence nationale. En tant qu'ancien, cette association-là nous a permis d'arriver à ce niveau. Alors, doyen Noël, nous abordons vraiment la partie des défis que la presse béninoise a relevés aujourd'hui. Dans ce documentaire, nous avons vu rapidement une minute, nous avons vu des étudiants, nous avons vu des professeurs d'université, nous avons vu le citoyen lambda, consommateur de la presse béninoise, qui s'offusque presque des titres siamois, qui s'offusque de la pratique du métier aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ce que nous avons pu voir dans ce documentaire? Mais en attendant, je voudrais laisser la parole au modérateur. Oui, nous avons une précieuse intervention qui nous vient du DGM adjoint qui veut juste placer un mot. Merci. Je voudrais encore une fois féliciter le doyen Nabada qui donne l'occasion de nous replonger dans un pan de votre histoire en ce qui concerne la presse. Dans le même ce qu'il a dit. Je voudrais remercier aussi M. Zapotier. Et c'est sur son intervention qu'il voudrait placer un mot. Moi, je ne partage pas forcément la même ancienneté que lui. Mais je partage son intervention. Les gens de ma génération seront souvent étonnés quand on parle de la presse en tant que comme censure. Moi, parfois, ça me gêne. Il est vrai, comme il a dit, il y avait peut-être la censure. Mais il y avait également le directeur le secrétaire général de la parce que souvent, quand on parle de la presse, c'est sur ce point dans les années 85, comme il le dit, moi j'étais à l'université, comme il a dit aussi, avant d'aller là-bas, on a milité dans les MRU, MRS, on avait beaucoup. Et on était
était convaincu. Je me souviens pas d'encore qui était au GRD. C'est comme l'organisation de la jeunesse révolutionnaire. Il ne nous forçait pas, mais c'est le discours lui-même qu'on tenait la terre avec Patokor et puis un autre, Michel Ouassa. Michel Ouassa, oui. Oui. Il était du bureau, oui. Quand il venait nous voir les soirs, c'est souvent après 17h qu'il venait. Oui, c'est en dehors des heures de cours. Il ne nous forçait pas, mais on était emballés à notre discours. On était convaincus. Bon, quelqu'un a dit, on a cité les discours, le colonialisme n'a pas, l'impérialisme n'a pas. C'est le discours lui-même qui nous emballait, on était convaincus. Et on prenait même pour repère, au-delà du Bénin, Nelson Mandela. On prenait pour repère Nelson Mandela. Et même à côté de nous ici, c'est Ouvré. Donc c'était nos repères et on se fondait sur ça. Et le discours là nous emballait. Et comme il a démontré on ne fait pas ressortir l'aspect mobilisation populaire, l'aspect adhésion que nous-mêmes nous avons accompagné, même s'il y avait de la censure. Le discours lui-même déjà en lui nous a mené vraiment accompagné. Et il est important quand on fait ce rappel historique en matière de presse, en matière de censure. Il est important pour moi qui suis de cette génération, je parle de la génération de je l'ai fait en 85, moi j'étais à l'université de Bénédicte. Donc il est important pour moi qu'on souligne aussi, c'est peut-être négatif, qu'on souligne aussi qu'il y avait une certaine adhésion même. Il y avait une adhésion populaire. Donc on a adhéré. Si on n'a pas adhéré ça, je parie, il y a peut-être des travers. Je parie qu'on n'aurait pas traversé la période de 72 à 89. Et même en 89, c'est parce qu'il y avait une certaine sagesse qui a habité la conférence nationale qu'on est passé, qu'on a shifté vers le nombre de. Et là, il faut saluer le général. Sinon, les conditions historiques, comme on dit, les conjonctures, tout était là. Mais ce n'était pas facile pour dire jusqu'à quel point l'adhésion. C'est après que, bon, avec le recul, on a vu qu'il y a des gens à l'extérieur comme Carlos, comme Basile Kossou, comme les Lémon et tout ça. On a des gens à l'extérieur. Mais en était à l'intérieur ici, je vous jure, si vous interrogez les gens de ma génération, ils vont vous dire qu'il y avait peut-être la censure. Mais moi, c'est spontanément que nous se déplaçons pour aller au défilé. On ne vient pas me mettre à chaque fois. À l'école, là, moi j'étais responsable de classe. Je mobilisais mes camarades, on se mettait en ligne au pierre pour aller à la place des lentilles. C'est ça. Donc, je tenais à dire, avec peut-être la censure, il y avait la censure, et il a dit, il trouvait les moyens pour faire prévaloir le professionnalisme qu'il a. Son professionnel qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y avait aussi la mobilisation, il y avait l'adhésion populaire. Les mots maintenant pour caractériser ça, mais c'est ça que je tenais à placer pour dire que tout n'était pas bon. Merci. On a l'impression qu'aujourd'hui, vous avez parlé de rencontre intergénérationnelle. C'est bon. Notre milieu, notre monde. On a l'impression aujourd'hui que tout se fait sur une table rase, tout se fait comme il n'avait pas une histoire, tout se fait comme il n'y avait pas de référence, tout se fait comme il n'y avait même rien eu dans ce pays. Avant d'aborder les questions de défi, parce que les questions de défi, c'est, je vais inviter les associations professionnelles, c'est des questions stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, Noël l'a dit, les associations professionnelles sont parties de quelque part. Il y avait le monopole, il y a eu la démonopolisation. Donc, l'histoire des médias peut changer. Mais je voudrais que la jeunesse qui est présente, parce qu'il y a tout comme une idéologie en notre sein, comme si hier c'était la méthode, hier c'était la dictature. Donc, il faudrait clarifier les concepts que nous utilisons. Nous sommes des journalistes.
crois qu'il faut souvent diluer son nez. Il faut les mots ont leur poids et ils ont leur sens. Parce que quand, avec le recul aujourd'hui, moi je suis historien de formation, j'ai fait histoire et médias. Je ne peux pas vous dire histoire même des médias. Nous avons été à l'école de nos anciens, à l'école de nos grands frères, en même temps les anciens, ils sont tous assis. Quand vous parlez de génération, même entre nous là, il y a un certain. Il n'y avait pas encore sur la confraternité, mais il y avait un certain respect. Il y avait une école qui était celle des anciens là, même si on avait n'importe quelle connaissance, n'importe quelle chose, on allait à leur école. C'est eux qui vous tenaient la main. D'abord, quelque chose sur vous. Mais surtout le maître de journaux, ce qui n'existe pas, la confraternité. Quand on me parle de journaux, c'est à moi. Moi, j'ai dit, il y a trop de confraternité dans notre pays maintenant. Je ne sais pas comment apprécier ça. Pourquoi je parle de tous ces problèmes? Parce qu'il faut partir d'une base. Il faudrait un état des lieux. N'inventons pas des lieux. Sinon, notre presse, excusez-moi du terme, crée son propre retard à vivre le son d'Abidjan, à vivre le jour, au jour le jour. Vous parlez de défis. Les défis ont été déjà lancés par nos prédécesseurs, nos aînés. Déjà la conférence nationale. Il faut saluer pour la première fois la création du Conseil national de l'audiovisuel et de la communication, le CNAC, qui avait eu, parce que les gens se parlent de l'histoire là, les gens l'oublient. Avant la RAC, il y avait eu le CNAC. Et aujourd'hui, il faut apprécier l'existence, la création et l'existence de la RAC. Malheureusement, ce n'est pas parce que je suis un agent, un animateur de cette institution. Ce sont des journalistes qui ont créé la RAC. Et avec le recul, quand on appelle cette RAC-là, H aujourd'hui, je dis que ce sont des journalistes qui ont créé la RAC. Ah oui! Quand on regarde certains organes, on regarde, je me demande si les gens, quand vous parlez de défi, en réalité, je dis, c'est sur le plan stratégique. Quand on parle de défi, c'est ce qu'il faut faire demain. Comment faire ça demain? Et d'ailleurs, comment se préparer à ça? Il y a la fracture numérique. Je ne sais pas si d'abord on est parlé à ça. Avant la fracture numérique, vous savez ce qui a tué notre corporation et qui continue de tuer notre corporation, notre sida auquel on n'a pas eu le remède, c'est l'argent. Il faut le dire. Il faut qu'on se dise cette vérité. Le doyen a dit qu'il n'avait fait aucune campagne. Aujourd'hui, on me dit, pour venir à la RAC, c'est la guerre. Et je le dis que c'est les journalistes qui ont inventé, je le dis, que c'est M. Maman Aguet, journaliste de formation et enseignant à l'Institut, qu'il a dit, puisque j'ai été candidat pour aller à la RAC, croyant, en tant que journaliste. Vous liez déjà, donc je me tais. Je ne peux plus continuer parce que vous ne savez plus que moi. Je n'avais pas d'argent et j'ai échoué. Je n'avais pas d'argent et mes confrères m'ont amené dans un maquis où ils ont déjà. Ils ont sans ton avis. Mon avis, ils ont négocié pour moi. Ils ont consommé. Ils ont sorti un devis. Oui. Alors que, vous étonnez, ils sont là. J'ai commencé avec 40 000 francs avec lui. Ça c'est bien. Nous, c'est 15 000 francs. Dans un maquis, mon échec était déjà préparé. On me voyait 4 millions avec quelques francs qui suivent. Payer avec un maquis qui peut-être reçoit quelques clients, je ne sais pas, les week-ends. Vous voyez, là où on est assez. Je ne peux pas parler de la corruption. La corruption. Aujourd'hui, il y a même des voix qui seraient pour dire sans argent, on ne peut rien faire. On n'avait pas été éduqués dans cette idéologie-là.
Et le doyen a su bien le dire, il dormait chez lui. C'est que s'il fallait le faire, il allait jouer 1000 fois. Je sais qu'il ne sortira pas. C'est pas même pas sorti parce que il y en a qui avaient sorti leur candidature quand on leur fait des devis. Ils viennent demander des conseils et ils reculent. On parlait de défis à qui? Moi, je veux qu'on parle de défis à ceux qui sont conscients de leur profession et qui l'exercent. Ceux qui sont conscients de donner l'information au public et non d'être des communicateurs qui transforment leur public en consommateurs. Je l'ai toujours dit à l'école. Le journaliste est fait pour le citoyen et le communicateur est fait pour le consommateur. Je ne sais pas qui va dévier cette thèse-là. J'attends de voir. Aujourd'hui, notre presse est envahie par la communication. Prenez les journaux. Faites une étude. Et puis aujourd'hui, on est devenus comme des corbeaux sous les arbres. Tout le monde dit la même chose, le même prix. Et vous voulez qu'on nous croit? On ne peut pas nous croire. Donc préparons-nous à ces défis. Je vais aller tout voir parce que il y a des dérives. Je suis dans une instance de régulation des médias. Vous êtes nos partenaires. Les médias, les associations, ce sont nos partenaires. Mais aujourd'hui, excusez-moi, il y a tout comme une crise qui nous a faite pour que ensemble, on nous libère nous-mêmes. La liberté est très simple. Les journalistes au Bénin, je vous le dis, tirez un chapeau au premier médecin, instituteur, pendant la colonisation. Ceux-là qu'on appelait les Akaouis, qui ont commencé par écrire, qui ont créé, qui n'avaient pas d'école, qui n'avaient rien. Allez à la Bibliothèque nationale, vous allez voir le vrai respect. Ça peut être relatif pour certains, du code de déontologie et d'éthique, que pourtant ils n'avaient pas d'association professionnelle. Ils n'avaient pas de texte, ils n'avaient rien. Il y a beaucoup de choses. Il y a le poster du journal à l'époque, dans les années, le poster du journal. Le Gond. Le Gond. Non, la voix de Dahomey. Voilà. Avec Moukani. Allez-y toujours. La voix de Dahomey. Voir votre histoire. Ne vous réveillez pas, excusez-moi le thème, comme on laisse le troupeau d'animaux, bien le mouton qui se dirige vers les premières herbes. Nous avons une belle histoire. Pour parler de défi, on se demande d'abord d'où est-ce que je viens, où est-ce que je suis et qu'est-ce que je serai. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes dans la numérisation. Et je vais être direct aux manières de faire les reportages. Je vais me résumer. Ça ne sortira Vos pas. manières Ça ne pourra plus sortir. d'exercer même le métier seront mises en cause. Oui, ça ne pourra plus sortir. En dehors de la fracture numérique, en dehors du problème de la corruption, parce que c'est un défi. Même le numérique devait anticiper pour régler le problème du chômage, pour régler le problème de beaucoup de patrons de presse qui se croient tout permis. Non. Aller à cette école-là du web journalisme, c'est un grand défi. C'est un grand défi. Ça demande assez de moyens, mais pas trop de moyens aussi. Pas trop de moyens aussi. Il y a le défi, on parle de société de l'information. Il y a le droit à l'information et l'accès de nos populations aussi à l'information. Aujourd'hui, nous vivons avec ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et tenez-vous tranquille pour tous ceux qui fréquentent ces réseaux sociaux, mais c'est nous qui animons ces réseaux sociaux. C'est les journalistes qui les animent parce que on croit que tout ce qui avait été dit là, c'est pas un journaliste qui s'est dit à un citoyen. Et on crée une confusion entre ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme citoyen. Or, ça existe. Mais vous allez vous aussi vous morfondre. Vous allez vous mélanger, comme on le dit dans mon patois là, avec ce monde-là. Et ce sont ces informations aujourd'hui. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'une information des réseaux sociaux, c'est parce que les journalistes n'anticipent pas. Vous êtes appelé à
travailler, à collecter d'abord l'information. Parce que les c'est pas une matière première. Les réseaux sociaux sont des sources d'information. Il y a ce défi-là que vous ne comprenez pas. Au lieu d'envoyer les réseaux sociaux, nous avons sorti des décisions pour la réglementation des journaux en ligne. La RAP est déjà sur le chemin. Nous sommes une institution de l'État. Ne veut pas être trop long. Notre métier, notre corporation souffre aujourd'hui de ce genre de choses. Parce qu'il y a des vrais journalistes, il y a des braqueurs, il y a des semblants et les autres. Je voudrais que ça soit notre défi, qu'on représente les vrais journalistes. Pourquoi nous avons notre défi? Excusez-moi, on n'écoute pas nos journaux. Je ne dis pas que RFI est un modèle, que ceci soit avec un, tout au moins. RFI a une audience. Pourquoi dans les avions, pourquoi tu t'excuses? Aucun journal béninois. Aucun journal béninois. Donc n'anticipons pas. Ne nous mélangeons pas les pédales. Ramenons la balle à terre, réfléchissons. Même si on ne peut pas tout faire parfaitement, ce qu'on peut faire tout au moins, de passage pour aller au bien en attendant le très bien. Pour moi, les vrais défis, c'est vraiment le numérique. Parce qu'aujourd'hui, le numérique est un peu comme un tsunami, c'est une vague forte qui dévaste tout sur son passage. Nous n'avons aucun moyen de l'arrêter. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous adapter. De la même façon qu'aujourd'hui, on peut payer une facture en restant chez soi, également, on peut également avoir l'information tranquillement dans son lit à la maison. Alors, comment faire pour produire cette information? Comment faire pour la partager? De sorte que le citoyen puisse effectivement en disposer à bon escient, avoir la bonne information. C'est ça le vrai problème. Et la conséquence, c'est que cela menace l'existence des médias traditionnels. Il va falloir se reconvertir et le rôle du journaliste sera justement de pouvoir se réadapter, de travailler à se crédibiliser. Que le plus important, comme vous le dites, c'est une plume. Quand tu vois tirer l'article, c'est parce que ceux-là ont réussi à avoir une certaine crédibilité, à développer un certain professionnalisme, à faire en sorte que ce qu'ils disent, que ce qu'ils écrivent soit réellement des choses sensées, des choses importantes, des choses qui permettent de faire avancer la réflexion sur les sujets du moment. Donc les journalistes auront justement leur rôle à jouer de sorte qu'ils puissent effectivement véhiculer de bonnes informations à travers leur production pour que par tous les canaux que ça puisse emprunter, que effectivement nous puissions reconnaître leur rôle et toujours souhaiter profiter du travail titanesque qu'ils font dans le centre du développement. Voilà ce que moi je voudrais dire. Bon, s'il est équipant, il y a quelque chose qui va toujours préoccuper. Pour moi, le défi le plus important pour un journaliste, un jeune journaliste, c'est qu'il sache effectivement ce qu'il cherche dans la profession. Et comme n'importe quelle profession, quand on veut avancer, il faut aller jusqu'au bout. Peut-être parce qu'on l'a choisi par vocation, peut-être aussi parce qu'on y est entré un peu comme par hasard, comme c'est le cas de beaucoup d'autres. Non, pas par hasard, par effraction. Bon, par effraction. Oui, enfin, par effraction. Ce qui compte, c'est de savoir qu'une fois qu'on y est et qu'on croit qu'on peut s'y adapter, il faut chercher ce que moi j'appelle la réputation professionnelle.
il faut viser la réputation professionnelle, le renom. Un renom dans le métier, quel que soit le métier. Quand un médecin est bon dans le quartier ou dans la ville, tout le monde court vers son cabinet. Vous voyez, c'est à peu près cette image que j'essaie de transposer sur le journaliste. Le journaliste doit chercher la réputation professionnelle. Et pour avoir la réputation professionnelle, c'est d'abord le b.a.-ba du métier, le traitement professionnel de l'information. Toujours dans un effort d'équilibre de l'information qu'il publie, toujours dans un effort d'objectivité. Quand il y a deux camps ou plusieurs camps en contradiction qui sont accomplis, toujours prendre les opinions des uns et des autres sans exclusion pour pouvoir faire un papier de synthèse qui donne les opinions des uns et des autres, qui a peut-être fait un commentaire à côté, mais surtout dans son papier qui est équilibré, il laisse à nous autres lecteurs, aux lecteurs, citoyens, de se faire une opinion à partir de l'ensemble des opinions contradictoires réunies dans une synthèse. Maintenant, la deuxième chose, toujours par rapport à la réputation, c'est la résistance à l'argent facile. Comme Mabakel a dit tout à l'heure, l'argent, bien entendu. Moi, depuis que je suis rentré de Dakar 91, j'ai dit, mais notre pays est envahi par l'argent facile. Il a dit, j'ai des témoins qui peuvent témoigner aujourd'hui. Et j'ai constaté que dans mon propre métier, alors l'argent, il a fait des dégâts et il continue d'en faire. Quand on veut avoir une réputation dans son métier, dans sa profession, on évite de cultiver, n'est-ce pas, le gain de l'argent facile. Or, c'est ça qui prédomine. On va me dire, il n'y a pas d'emploi, on est dedans. Il n'y a pas de convention collective. Et les rares conventions collectives qui ont été signées, ils ont fait allusion à ça dans le documentaire. On ne sait pas si dans la pratique, si ces conventions collectives sont appliquées. Je ne suis plus dans le milieu de tous les jours, mais je ne crois pas que la convention collective actuelle ait été appliquée ou soit appliquée avec rigueur et que tous les journalistes recrutés dans les différentes rédactions soient payés au taux prévu par la convention collective. Donc, je sais qu'il y a ces problèmes, mais au-delà de ça, il faut que le journaliste lui-même dise, si j'ai choisi d'être journaliste et que je veux y rester, il faut que je cherche la réputation professionnelle. Et la réputation professionnelle, ce n'est pas par l'argent passé, mais ce n'est pas par ma manière de présenter les faits, les analyses dans les médias, et les analyses et même les commentaires, tout doit être équilibré. Et pour qu'on me respecte dans l'opinion publique. Ça, les jours où je vais moi-même être invité principal, je vais encore développer cet aspect-là. Je vous remercie. En fait, le défi actuel de la presse, il a déjà tout dit. Et le doyen qui a fini aussi a mis l'accent sur ce numérique. Paul a enfoncé le coup en parlant, en mettant l'accent sur le numérique. Donc, je ne peux que les répéter pour dire que les défis sont, pour moi, peut-être à 3 niveaux. Il y a le niveau professionnel. Il y a un défi professionnel. Le secrétaire général de la HAC en a suffisamment parlé. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas si les gens sont à l'école. C'est quoi on me lance à lui, le doyen Rabada, j'ai dit, je salue qu'il soit là. Parce qu'à travers lui, moi, je vois le professionnel souhaiter quoi que je ne retrouve plus aujourd'hui forcément. Donc, il est important aujourd'hui, je regrette aussi que les journalistes ne soient pas là en grand nombre pour écouter cette partie de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand moi je prends les journaux, moi je ne vois que la presse de compte rendu, de séminaire, d'accueil. Pour moi, c'est pas, il a tout dit, de la communication. C'est de la communication. Et quand il y a de la communication, il y a une cible, il y a le consommateur. Mais le journaliste doit aller beaucoup plus loin pour chercher l'information. Il doit d'abord avoir à cœur, et là, je me respecte, la déontologie du métier. Je me souviens, mon premier directeur disait pas la déclaration. Quand tu veux faire un papier, il faut lier le professionnel à la déontologie. Et lui insiste toujours sur ça. C'est ça qui a
fait que quand moi je prends un papier, il y a un certain nombre d'éléments que moi je cherche. Donc il y a d'abord ce défi professionnel, il y a la rigueur dans le traitement de l'information. Ce défi-là reste encore aujourd'hui. Quand je discute avec les vraies associations et je leur demande quel est le défi, c'est vrai, nous échangeons beaucoup et maintenant sur autre chose. Mais je leur dis, le défi du professionnel, de façon à avoir une presse intéressante aujourd'hui, ça reste. Donc il y a la rigueur du traitement de l'information. Il faut que le journaliste laisse la faire de compte rendu et vraiment checker l'information. Donc ça c'est le premier défi. Le défi du contenu va être encore beaucoup plus accentué avec l'avènement de la TNT. Pourquoi? La TNT, alors de la radiodiffusion numérique, qui définit les différents acteurs qui doivent intervenir sur cette. Le premier acteur, c'est les producteurs d'audiovisuel et cinématographique. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont alimenter ce qu'on appelle aujourd'hui les éditeurs de services. Autrement dit, avec l'avènement de la TNT qui est déjà imminente là, il n'y aura plus de chaînes de télévision qui divisent ceci, il n'y a plus de chaînes de télévision qui divisent cela. Il y aura un opérateur de diffusion et les autres seront des éditeurs de programmes. Et vous savez ce qui va se passer? Si un éditeur n'a pas des programmes intéressants, comment je vais dire là, son édition sera zappée. Donc il a l'obligation d'avoir des programmes ayant de bons contenus, des contenus de qualité. Donc comme Christian Dossala le dit souvent, aujourd'hui la bagarre, le défi pour les télévisions, pour les chaînes de radio, c'est la bataille du contenu. Il est important que le journaliste se consacre à ça en fonction des échéances qui viennent. Et comme je suis dans la TNT, je parle en même temps du numérique. Voilà un peu notre défi sur lequel M. Paul doit compter en mélange. Les journaux sont en train de connaître une mutation. On a dit en anglais, ils sont en train de shifter. Aujourd'hui, moi, quand on m'amène les journaux au bureau, c'est à peine que je les regarde. Parce que j'ai tous les journaux ici, le matin. Ça veut dire quoi? Il y aura un chômage, il y a un chômage qu'on est en train de créer au niveau de la presse écrite. Je ne parle pas de la radio, je ne parle pas de la radio. Mais au niveau de la presse écrite, le problème est déjà, ça s'entend déjà. Donc, si la presse écrite ne fait pas la réflexion, ne prend pas les dispositions qu'il faut pour voir comment ils vont s'approprier le numérique, comme le secrétaire général de la radio, le retard va s'accentuer, il y aura un grand retard. Et ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Donc, ce qu'il y a à faire là, c'est de faire les réflexions qu'il faut, de prendre les dispositions qu'il faut pour, comme il a dit, s'adapter. Parce qu'avec l'avènement du numérique, il y a forcément un effort de conversion, de reconversion et d'adaptation à faire. Et c'est à tous les niveaux, autant sur le capital humain que sur le matériel et même sur la bourse. Parce qu'il faut développer pour acquérir le matériel. Donc, ces défis-là sont là et il faut les voir. Et je reviens sur la télé. Pour dire aujourd'hui le défi. J'ai dit, il n'y aura plus de télévision. Je ne sais pas, je vais généralement vous contredire. Il n'y aura plus de télévision, Canal 3, ceci, on va. C'est pas ça. Il n'y aura plus de RTB sous cette forme-là. Ils seront des éditeurs de programmes. Et après ça, il y aura comment on appelle ça, l'opérateur de diffusion, il y aura les distributeurs de services. Et tout cela sera mis en relation de nécessité par contrat et par convention. Les défis qui attendent la presse sont énormes. Je me permets de les dire ici parce que l'avènement de la TNT est imminent. À l'heure où je vous parle, le territoire est réparti en 4 plaques. La plaque sous-méridionale est achevée. Donc ceux qui sont dans le bêta-test, c'est-à-dire ce qu'on appelle le test qu'ils ont ouvert pour voir si ça fonctionne bien, ceux qui sont dedans la 4, ils savent que la TNT est déjà là. Ils ont déjà dépassé la zone de Save. Donc les efforts sont concentrés aujourd'hui sur les plaques nord-est et nord-ouest. Donc les 2 plaques. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai l'habitude de dire décembre, mais le pari au ministère c'est avant décembre. Donc prenons les dispositions pour que quand ils vont nous rattraper, nous ne soyons pas en retard. De ma petite position, je sais que les éditeurs de programmes, c'est maintenant qu'on les appelle, les patrons de télévision et tout ça, ont été contactés pour un certain nombre de dispositions à prendre et ils sont en train de faire le retour. Pour dire quoi? Le mouvement est déjà lancé, il n'y a pas d'arrêt.
La HAC a pris les dispositions en matière de tests. Elle a organisé beaucoup de séminaires sur ça. Donc, on va s'en prendre à nous, même si demain, on continue de se plaindre à l'avènement du gouvernement. Merci. Je pense que le doyen Noël va donc abonder dans le sens. Merci pour votre contribution. Et il est essentiel donc que vous puissiez partir de cette contribution et voir la question de l'argent, la question du numérique. Aujourd'hui, à quoi s'en tenir? Oui, à quoi s'en tenir? Je pense que tous ceux qui m'ont précédé ont bien exposé les problèmes, en particulier le secrétaire général de la HAC, aussi le directeur des médias, Paul Ali. J'ai cru entendre que parmi nous ici, il y a des jeunes étudiants, des journalistes, des collègues. Oui, je les appelle des collègues. Avant le parchemin, et même quand ils ont le parchemin, il y a les réalités du terrain que je pense que vous avez dû percevoir à travers tout ce qui a été dit. En ce qui concerne le défi ou les défis, parce que en fait, l'essentiel, je pense que le débat, quand moi je réfléchis, c'est le défi du positionnement de la presse dans ce que moi j'appelle l'espace social. Quand je dis la presse, là, entendez les organes de presse et les journalistes. Comment ils vont régler le problème de leur positionnement? Ça veut dire, quand je dis positionnement, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils seront dans l'espace social d'ici 1 an, 2 ans? Parce que le mouvement est irréversible. Nous sommes dans un monde où la mondialisation, je faisais partie de ceux qui, avec notre formation politique ou autre, quand on me parlait de mondialisation, je dis, oh, ça là, les gens, ils veulent encore nous, je m'excuse le mot, nous emmerder. La mondialisation, c'est l'autre nom de ce que nous avons combattu, l'impérialisme. Oui, oui, l'impérialisme, c'est une réalité. Ça n'a pas terminé. Mais ça va au-delà. J'ai souvent l'habitude de dire à mes jeunes étudiants, quand je les vois en face, je dis que si vous pensez que vous êtes venu dans un métier facile, pépère, vous vous trompez. C'est le métier, je le dis, le plus difficile qui soit. Parce que ça demande beaucoup de rigueur. La rigueur envers soi-même. Soi-même, la rigueur envers soi-même pour savoir, quelqu'un l'a dit, beaucoup l'ont dit, qu'est-ce que je veux faire? À quoi je vais être utile? Et la rigueur vis-à-vis des autres, ceux pour lesquels on travaille, ceux auprès de qui nous tirons notre légitimité. Et le journaliste ne tire sa légitimité qu'auprès du public, qu'auprès de ses lecteurs, de ses auditeurs, téléspectateurs. Ce n'est pas auprès d'un homme politique. Ce n'est pas auprès de ceux qui disent qu'ils sont des faiseurs d'opinion. Notre légitimité, c'est auprès du peuple, parce que c'est pour lui que nous travaillons. Je fais un bref parce qu'ils ont parlé du numérique. Il y a toujours quelque chose qui me frappe. Quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est le LG qui a dit, bon, il a parlé de, comment on appelle-t-on, de RFI, il a voulu s'excuser, que si on écoute RFI, bon, non, non. Moi, je vous le dis, je suis câblé sur RFI parce que j'écoute leur émission sans être fatigué. Dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils
que ce soit sur la santé, que ce soit sur la culture, l'animation, il y a toujours une information. Quand je dis information, c'est ce qui est nouveau. L'information, c'est ce qui est nouveau. Ce que je n'ai pas, je m'excuse. Ce que je n'ai pas sur mes chaînes nationales. C'est pour ça que je regrette que les promoteurs, les directeurs là ne sont pas ici. Et ils ont tort. J'ouvre une parenthèse en disant, M. Aoutandi, il faut continuer. C'est vrai, on peut penser que nous sommes là. Mais les grandes révolutions qui ont bouleversé le monde ont commencé par des individus qui ont tenu. Et je pense que c'est une de nos artistes au plan mondial qui a une chanson, je ne sais pas si je me trompe, qui dit « Les combats se gagnent sur la distance. On dira tout de vous. » Et elle continue. Je pense que c'est Angélique Kidjo. Elle continue en disant « Ne cédez jamais. Ne cédez jamais. » Je pense que c'est un disque que j'aimais beaucoup écouter. Parce que c'est sur la distance. La Révolution française est arrivée à son point d'équilibre un siècle après. Dans le monde des médias, ce que nous avons commencé, on n'a pas encore atteint le point d'équilibre. Et nous mettrons du temps avant d'atteindre le point d'équilibre, mais il faudra que nous puissions garder le relais là où nous sommes et transmettre le relais. Parce qu'ils ont tout dit. Mais moi, je voudrais seulement revenir sur quelque chose qui est peut-être, qui me semble être des fois, quand je vois ça, ce que nous avons fait comme effort, et où nous en sommes, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est en nous-mêmes. Quand je dis en nous-mêmes, nos journalistes et notre instance de régulation. Parce qu'il n'y a pas nous et la HAC de côté. C'est pour ça que quand il y a les débats là, le plus souvent, il dit non. La HAC, c'est nous. Nous pouvons critiquer la HAC. Mais quand les autres sortent de dehors pour venir, ils se mettent à distance. Nous, on leur dit non. Laissez-nous. Pourquoi je dis ça? Je ne reviens pas sur ce qu'il a dit. Nous avons créé, au niveau de l'État, la HAC est arrivée dans les conditions que nous savons. J'ai dit à la conférence nationale, parce que les journalistes étaient là, à travers ce qui les représentait en ce moment-là. Le débat a pu se mener sur l'instance de régulation qui va être créée. Et on l'a créée dans les conditions qu'il a dit, parce que en 92, on a déjà la loi organique, on a entendu 2 ans après. Et parce qu'il y a eu débat autour. Certains ont commencé à se demander, mais ce qu'ils veulent créer là, ils vont trop loin. Ça nous poursuit. Ils veulent aller trop loin. Ils veulent créer une institution indépendante, alors que d'autres voulaient un organe administratif relié à un ministère. Aujourd'hui, nous avons une HAC avec tous les problèmes que ça a. Nous allons les défendre. Mais après la HAC, en cherchant dans mes documents, je me suis rendu compte que le 6 octobre prochain, si j'ai bien compté, hein, ça fera 20 ans que les journalistes eux-mêmes ont décidé de mettre en place leur organe d'autorégulation. L'ODEM. C'est nous. Maintenant, il dit nous. C'est nous. Personne ne nous l'a imposé. Face au développement qui se proposait, on s'est retrouvé. J'ai retrouvé le truc originel. Vous savez, on était combien pour mettre l'ODEM en place? 98, c'était combien?
L'Assemblée constitutive, c'est 32 personnes. Je peux vous lire les noms si vous voulez. On était 32. Parce que la nécessité de l'ODEM s'est fait sentir face aux dérives auxquelles nous assistions. Et toutes presse confondues. En ce moment, l'AJB était là, l'UJP était là, les gens étaient là. On s'est retrouvés. On ne peut pas continuer comme ça. 32. 32. N'avait pas besoin d'une armée. Et presque un an après, en septembre 1999, le DOM a sorti le code de déontologie. Première mandature. Et dans ce code-là, nous avons dit tout ce qu'il faut faire. La RAC n'était pas là. C'est nous les journalistes. De façon libre et souveraine que nous avons sorti ça. C'est pour ça que je dis ça surtout parce que je ne sais pas. En février, l'ODEM a fait une sortie qui m'a beaucoup marqué, frappé. C'est une conférence de presse où ils ont parlé du problème, et c'est depuis Madrid, c'est le problème de l'intégrité de la profession. Comment est-ce que le concept d'intégrité que nous avons inscrit dans notre code de déontologie, parce que l'intégrité c'est quoi? C'est la façon dont on est rigoureux, dont on exerce un métier avec dignité. Le DEM a fait une sortie qui est un cri d'alarme. Moi, ça m'a frappé. Puisque nous, en tant qu'anciens, nous sommes partis de là pour sortir une déclaration à l'occasion du 3 mai pour dire que ce problème-là, parce qu'on parle de titre siamois, on parle de choses là, on joue avec. Mais c'est dangereux. C'est toxique. Et la jeune génération qui assiste à ça, dans une forme d'indifférence générale. Dans le documentaire tout à l'heure, le président du CNP a eu un mot grave. Il a parlé de cataclysme. Je ne sais pas s'il a tout dit. En parlant de ce que nous vivons, c'est un cataclysme. Et le mot cataclysme, dans son vous savez ce que c'est. Ça veut dire qu'au niveau de la presse nationale, il y a une situation là qu'il ne faut pas banaliser. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On est tous interpellés. Parce qu'il y a des choses qui se dessinent déjà, et il va finir par là. C'est les détails. Pour finir avec la TNT, ce qui nous menace. Les détails. Et TV5 a je pense une fois par semaine, ils ont une ouverture sur les télévisions des pays partenaires où on invite quelqu'un d'une rédaction, l'actualité vue par là, et la semaine prochaine. Mais depuis qu'ils ont commencé, depuis près de 2 ou 3 mois que je regarde ça, j'ai vu les choses du Mali, du Burkina, la Côte d'Ivoire, mais pas le Bénin. Bien sur le Bénin. Alors là, nous ne faisons pas le procès de notre presse, nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais nous disons que les problèmes sont là. Il faut que nous les regardions en face et que nous ayons le courage d'en discuter et de nous dire la vérité. Qui fait quoi bien, qui fait quoi mal. Il faut nous redresser. Il ne faut pas attendre, parce que ça arrive. Il y aura dans le monde de la presse tout à l'heure beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements. Vous savez pourquoi? Mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous voulons faire de notre presse?
Et comment est-ce que nous voulons régler le problème de notre positionnement dans l'espace social? Ça, c'est une question que je vous pose. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais je pense, je m'excuse que, et je vais terminer par là, le positionnement de la paix dans l'espace social, des gens de ma génération, je pense que nous, on l'a réglé à un moment donné. Puis ça, la conférence nationale, nous étions là. Nous étions là. Et quand je réfléchis, je dis, mais nous, à ce stade-là, nous, on l'a réglé. Avec les moyens du bord. Puis sur la conférence, on était là et c'est nous qui avons fait le travail. Mais maintenant, depuis là, qu'est-ce qui se passe? Et cette presse-là, à l'heure du numérique, là, comment est-ce qu'on va régler ce problème-là? Je pense que c'est la question que je voudrais sur là. Merci. Merci beaucoup, doyen Noël Alagbada. Je pense que nous sommes à la fin de ce débat, de ces échanges, de ces rencontres intergénérationnelles des médias. Nous avons reçu avec plaisir le doyen Noël Alagbada, ancien conseiller à la RAC, ancien directeur de l'information et de la propagande, journaliste chevronné, conseiller à la rédaction de l'autre quotidien. Il est aujourd'hui avec nous. Merci, doyen Noël, d'avoir été là. Merci au directeur adjoint des médias, merci au PNUD, merci aux associations professionnelles et merci à la RAC. Seigneur, vous m'avez appelé pour servir les autres à travers l'information. Moi, de le faire toujours dans l'obéissance à la vérité, avec le courage de payer de ma personne, afin que la vérité ne soit jamais trahie. Aidez-moi aussi à conjuguer la vérité avec la charité, pour ne jamais blesser la dignité de personne et à promouvoir en tout, autant que je le peux, la justice et la paix. Que je ne fasse pas de préférence de personne et sache proposer mes idées avec humilité, honnêteté et liberté du cœur. Donnez-moi aussi d'être ainsi un témoin de l'amour qui vient de vous, de la vérité qui libère et sauve. Vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père pour les siècles des siècles. Amen. Amen.